bienvenue pour la fin de ce congrès. On a le plaisir d'accueillir Patrice Ray. Merci Patrice d'avoir accepté notre invitation. Patrice, il va vous emmener dans le monde des croyances populaires locales, des loups-garous de Haute-Loire, des Dames Blanches de Haute-Loire, j'en dis pas plus. On va brancher le PowerPoint de Patrice pour qu'il puisse se connecter avec vous. Oui, vas-y, tiens, regarde, je te donne le micro en attendant. Voilà, bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est parfait. Donc, eh bien, merci d'être venus ce soir. Donc, moi, je travaille au musée des croyances populaires, qui est dans le château abbatial du Monastier-sur-Gazeille. Et c'est un musée qui est basé principalement sur des collectages qui ont été réalisés auprès de gens très très âgés, qui ne sont plus là aujourd'hui, et qui ont été interrogés pendant de nombreuses années à propos des contes et des légendes qu'ils entendaient quand ils étaient enfants. Et toutes ces histoires apportaient une explication du monde qui était très différente de celle qu'on apprend à l'école. C'était basé sur la superstition, la croyance, etc. Et ces gens ont été interrogés aussi à propos des anciennes pratiques de médecine paysanne qui n'étaient pas expliquées par la science ou la logique, mais par un mélange de magie et de religion. Vous voyez, par exemple, quand on avait quelqu'un qui se plaignait de maux de tête, on lui faisait boire de la tisane de Benoîte. Alors pourquoi la Benoîte? C'était tout simplement parce que Saint Benoît avait été martyrisé et tué à coups de gourdin sur la tête. Donc c'était bien logique que la Benoîte soigne la migraine. Et tous ces gens ont été interrogés aussi à propos de toutes les vieilles histoires de sorcellerie qui servaient à expliquer tous les malheurs. Parce que quand on avait un problème sur soi-même, sur la maison, ou pire sur les vaches, on ne l'expliquait pas par le hasard ou le manque de chance, mais on pensait que quelqu'un jetait des mauvais sorts. Donc il fallait s'en prémunir, il fallait se protéger. Si c'était trop tard, tenter de désenvoûter, et si on n'y arrivait pas, bien sûr, appeler le curé pour l'exorcisme. Voilà. Et en Haute-Loire, on va retrouver beaucoup d'histoires avec des créatures fantastiques. On évoquait le loup-garou, la dame blanche. Il y a aussi, voilà, pas que la dame blanche, mais beaucoup d'histoires de revenants, de maisons hantées, parfois de chasses fantômes, et aussi de terribles histoires de lutins, dont les méfaits servaient à expliquer tous nos problèmes. Voilà. Et il n'y a pas que des collectages comme ça auprès de gens très âgés qui ont servi pour la création de ce musée, mais aussi les écrits d'autres personnes, des gens qui ont cherché ça avant nous, comme par exemple Ulysse Rouchon, qui était le directeur de la bibliothèque du Puy-en-Velay, qui a édité des livres sur le sujet dans les années 40. Il y a l'abbé Henri Hugon, qui était originaire du petit village de Lafare. Il y a monsieur Christian Acéza, aussi, qui a écrit là-dessus, sur ce patrimoine vernaculaire. Et tout ce qui concerne la sorcellerie ou des histoires de médecine paysanne, il y a aussi les très bons ouvrages de Hugues Berton. Voilà. Et tous ces récits étaient racontés à un moment bien précis de l'année, qui était pendant les hivers. Parce que l'été, on n'a pas le temps. L'été est très court, dans la montagne. Il faut travailler dur pour survivre l'hiver. Vous voyez, comme on disait, on a 9 mois d'hiver et 3 mois d'enfer. Voilà, mais pendant les hivers, eh bien, il y avait beaucoup de neige, surtout autour de chez moi, au pied du Mont Mézin. Si vous venez me rendre visite au musée, je peux vous montrer des articles de presse où on voit par exemple la ferme de mon grand-oncle qui a disparu sous la neige. Il était tombé 4 mètres de neige dans la nuit. C'était à Deurab, pas très loin des Estables. Et le vent, les congères avaient fait évidemment des montagnes de neige de 6 à 7 mètres et les maisons avaient disparu. Et sur le journal, on voit la photo du tunnel qu'il avait creusé dans la glace et dans la neige pour sortir le fumier des vaches. Et en fait, c'est cet isolement dans la montagne qui fait que ces récits, ces histoires de créatures fantastiques, entre autres,
ont perduré plus longtemps qu'ailleurs. À la base, il n'y en avait pas plus, mais comme ces gens étaient isolés, eh bien, ces histoires ont été racontées plus longtemps, elles ont perduré plus longtemps, et il y en a davantage qui nous sont parvenus. Et pendant ces hivers, il existait un lien social qui était très fort, qu'on faisait tout pour ne pas manquer, malgré des grandes quantités de neige, malgré la burle, la tourmente. C'était la messe le dimanche matin, parce que c'est le seul moment où on voit les autres. Vous voyez, quand j'en parle à des enfants, soit je fais une intervention à l'école, soit un groupe scolaire vient me voir au musée, et que je leur explique que jusqu'à l'enfance de mes parents, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'ordinateur, d'internet, de choses comme ça. Les enfants sont stupéfaits. Ils ne peuvent pas imaginer qu'on puisse passer l'hiver dans sa maison sous la neige et qu'on voit les autres, seulement le dimanche matin. Et après la messe, les hommes allaient à la chapelle d'en face. C'est le café. Alors certains y allaient directement. Et c'est là où se faisait tout le lien social. C'est le moment où on voit les autres, où on peut échanger, communiquer. Et pendant les hivers, eh bien régulièrement, c'est quand on était au café le dimanche matin, qu'il y avait un homme qui disait à tous les autres, si tel soir dans la semaine, vous voyez une lumière devant ma ferme, c'est qu'il y a la veillade. En français, la veillée. Et le soir dit, tout le monde surveillait la montagne en direction de la ferme de celui qui avait fait l'annonce, pour voir si effectivement il n'avait pas mis une lampe sur le bord de sa fenêtre pour attirer les autres. Et si oui, chaque famille se mettait en route après avoir pris une bûche, un morceau de fagot, pour participer au feu chez l'autre. Et on affrontait deux peurs, la peur de l'obscurité, avec toutes les histoires terribles qu'on racontait, et bien sûr la peur de la burle, la peur de la tourmente qui pouvait tuer les gens. Et on s'installait. Au début, on parlait du temps d'avant, parce que c'était mieux avant. Ça a toujours été mieux avant. Moi, je pense que c'était mieux avant, parce qu'avant, nous étions enfants. On avait mal nulle part, on n'avait pas de problème. Mais très vite, tous ces récits basculent dans le fantastique. Ce n'est pas parce que ces gens préféraient le fantastique à d'autres thèmes, c'est parce que c'était leur culture, à la fois très religieuse et très superstitieuse. Et ça va créer des histoires avec Dieu, les anges, le diable, mais aussi le loup-garou, la dame blanche, les feux follets, les lutins, où tout se mêle allègrement, sans poser de problème. C'est une osmose entre d'anciennes superstitions païennes et une religion catholique qui est très profonde. Voilà. Alors, parmi ces créatures évoquées pendant la veillée, on va les voir, mais il y avait un élément qui était très fort dans cette culture paysanne, traditionnelle de montagne, c'est ce qu'on appelait la dualité. La dualité, c'était la différence absolue entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce mélange entre d'anciennes superstitions païennes et de catholicisme faisait quelques petites différences avec ce que le curé racontait à la messe. Le curé disait que c'était Dieu qui avait créé la terre, les animaux, les végétaux, mais dans ces anciennes croyances paysannes, Dieu n'avait créé que la moitié de la terre. Parce qu'on disait, Dieu ne peut faire que ce qui est bon. Mais à chaque fois que Dieu avait créé quelque chose, pour se moquer, le diable avait fait le contraire. Par exemple, quand Dieu crée le chien pour garder les troupeaux, eh bien le diable crée le loup pour manger les troupeaux. Mais que tout ce que crée le diable s'oppose à ce que crée Dieu. Mais le loup est tellement mauvais, dans ses croyances, que sitôt créé par le diable, il se retourne contre lui et lui mord violemment la jambe. C'est pour ça que le diable est boiteux. Vous voyez, comme on voit sur cette image. Alors, j'utilise des images, soit de tableaux ou de personnages sculptés, que j'ai réalisés moi-même pour illustrer le musée. Voilà, donc bon, j'y mets tout mon cœur. Même si je n'ai jamais appris à peindre ou à sculpter. Alors, vous avez sûrement entendu dire que les sorcières s'envolaient pour le sabbat sur leur balai, qu'elles passaient par la cheminée, mais dans les traditions locales, si la sorcière fait ça, le sorcier, lui, s'envole au sabbat sur un loup.
que les loups étaient considérés comme des dangers absolus, que les gens avaient peur des loups. Alors, moi, je ne sais pas si les loups attaquaient ou n'attaquaient pas réellement les personnes. Tout ce qu'on dit, c'est que dans le secteur autour du Messin, qu'il y a eu des attaques sur des enfants jusqu'en 1901, où un loup enragé, c'est-à-dire malade, aurait attaqué 24 enfants autour de la commune de Saint-Front. Donc la peur du loup, c'est une peur qui était ancrée, qui faisait partie du quotidien des gens, et qui va créer, évidemment, tout un tas d'histoires de loups-garous. Cette peur réelle va devenir des récits dans cette veillée paysanne, avec beaucoup d'histoires de loups-garous en Haute-Loire. On a le loup-garou de Chaturange, le loup-garou de la Chaise-Dieu, le loup-garou de Dignac, le loup-garou de la Fare, le loup-garou du Montbel, le loup-garou de la Trinité, etc. Et évidemment, on en parlait tout à l'heure, de la bête du Gévaudan. Alors dans le Massif central en général, on pense qu'un loup-garou, eh bien, il ne sort pas de nulle part. Qu'un loup-garou, ça va être le 7e fils d'une famille pauvre. Peut-être qu'on imaginait que les aînés mangeaient tout ce qu'il y avait et que le petit devait bien se débrouiller. On avait peur quand on voyait naître un enfant avec une pilosité très abondante ou avec une embryon de queue au coccyx, mais à travers le Massif central, on racontait que les loups-garous étaient régulièrement des fils de prêtres ou des fils de prêtres défroqués. Vous voyez qu'un fils de prêtre n'était pas censé exister et qu'il y avait une malédiction. Et que pour devenir un loup-garou, la personne devait se déshabiller entièrement à côté d'une fontaine. Au coucher du soleil, elle devait traverser cette fontaine, après avoir prononcé évidemment les formules appropriées, et que la transformation, la métamorphose, se faisait à volonté, et que ce loup-garou pouvait courir toute la nuit pour commettre ses crimes, ses méfaits, ses déprédations, et que, au contraire, pour redevenir un homme, il devait, au lever du soleil, retraverser la fontaine dans l'autre sens, récupérer ses vêtements pour passer inaperçu. Et par contre, dans la tradition velave, vraiment, un loup-garou, c'est quelqu'un qui a accepté un cadeau du diable, quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable, et le diable lui offre une peau de loup magique que la personne doit se mettre entièrement nue. Alors il doit sûrement y avoir aussi des formules à prononcer, des rituels à accomplir, et la personne va revêtir cette peau de loup qui va se coller à elle et lui donner la puissance, la force, la rapidité et la soi-disant sauvagerie du loup. Voilà. Donc je vous donnerai quelques exemples de ces histoires. Et on disait que ces loups-garous, ils s'en prenaient aux jeunes femmes, comme on voit sur l'image, mais aussi aux enfants. Alors pourquoi les loups-garous mangeaient des jeunes femmes et des enfants? Bon, à mon avis, c'est meilleur. C'est plus tendre. Mais dans la réalité, on disait ça pour les effrayer, pour que les enfants soient sages, pour qu'ils ne fassent pas de bêtises, pour qu'ils soient obéissants. Moi, quand j'étais enfant, je gardais les moutons à l'âge de 9 ans, et quand je ramenais les moutons le soir chez mon grand-oncle, mon oncle Tonin, il me faisait à manger, il me donnait à manger, et pour être sûr que je finisse tout, et que je ne fasse pas de difficile, il me disait « Ne lève pas le nez de ton assiette, on voit les yeux du loup-garou par la fenêtre. » Alors l'assiette, elle était propre, vous voyez. Voilà. Alors dans ces histoires, il y a par exemple le loup-garou de Chaturange, où on disait qu'un riche propriétaire, un fermier, avait un petit problème avec ses jeunes servantes qui disparaissaient. Dès qu'il embauchait une jeune servante, hop, on ne la voyait plus. Jusqu'au jour où il y en a eu une, plus maligne que les autres,
qui s'était rendu compte que celles qui l'avaient précédée disparaissaient au moment où elles allaient justement garder les moutons. Et donc, elle emmène les moutons, mais elle va dans l'arbre. Vous voyez, elle se cache dans l'arbre pour garder les moutons, et elle voit son patron, le riche propriétaire, approcher. Il se dirige vers un arbre creux. De l'intérieur de cet arbre, il sort une peau de loup. Il se sépare de ses vêtements, enfile la peau du loup, cherche la servante partout, il ne la trouve pas. Et quand la servante ramène les moutons le soir, il est un petit peu enragé. Et la servante va dire à tous les ouvriers agricoles la réalité, que le loup-garou, c'est le maître. Et pour qu'ils la croient, elle les emmène à l'endroit où il cache la peau de loup, dans l'arbre creux. Les ouvriers agricoles, les valets, prennent cette peau de loup, la mettent dans un grand feu, et certains racontent que le maître, le riche propriétaire, hurlait de douleur quand la peau brûlait, et que lui-même se serait précipité dans le feu pour essayer de la récupérer, et aurait ainsi péri. On raconte aussi, voilà, le loup-garou de Lafare, qu'un jeune homme est attaqué par un loup, et dans la bagarre, alors je vous les raconte très vite les histoires parce qu'il y a plusieurs choses j'ai très peu de temps, et que dans la bagarre, il attrape ce loup, et en tirant, la peau se détache, et sous cette peau, eh bien, il reconnaît la jeune fille. C'était la fiancée, son ancienne fiancée, qu'il avait conduite, et qu'elle, de douleur, de désespoir, avait fait un pacte avec le diable, qui lui avait confié cette peau de loup magique pour se venger des hommes en général et de son ancien fiancé en particulier. Vous voyez ? Et on dit que la fille s'est sauvée et qu'elle est tombée dans un précipice. Vous voyez ? Et que la pauvre a aussi ainsi péri. Mais on a d'autres histoires de loups-garous, je n'ai pas mis toutes les images, il y a des tas d'histoires de loups-garous. Alors évidemment, la grande question est comment se débarrasser du loup-garou. Vous voyez, on a l'image avec le chasseur, on a beau tirer dessus tant qu'on veut, eh bien, on dit que les balles ne traversent jamais cette peau de loup offerte par le diable. Et donc, il faut des balles un petit peu spéciales. Vous avez peut-être entendu parler des balles en argent qu'on évoque dans le cinéma américain, dans la littérature fantastique, la bande dessinée. Et dans l'histoire, en fait, dans cette histoire populaire, dans ces croyances paysannes, pour se débarrasser du loup-garou, il fallait faire fondre, vous voyez, des médailles de la Vierge Noire du Puy, pour en faire des balles. Ces balles, il fallait les conserver dans des sachets n'ayant jamais servi, avec des trèfles à 4 feuilles, et quand on en avait besoin, il fallait les faire bénir par un prêtre à minuit précise dans une chapelle dédiée à Saint-Hubert. Et donc si vous avez un problème de loup-garou chez vous, voilà, vous avez la recette. Et on raconte aussi, je ne sais pas si Bernard Soulier est toujours là, oui, là, l'histoire que Jean Chastel aurait fait bénir ses balles et aussi son mousquet à Sainte-Marie-des-Chazes. Ah oui, ça c'est Pourchet qui l'a rapporté. C'est ça, voilà. On avait Pourchet au 19e siècle. Donc lui, il était dans le merveilleux religieux, Pourchet. Oui, bien sûr. Voilà. Sur ce fait-là. Voilà, mais c'était l'explication, parce que, évidemment, avant, les gens n'expliquaient encore une fois rien du tout, ni par la science, ni par la logique, mais l'explication du monde était là. C'était les croyances. Voilà. Alors, il y a aussi, voilà, comme disait Loïs tout à l'heure, des histoires de dames blanches. Alors là, ce n'est pas une dame blanche, parce que j'ai fait une petite sélection à propos des revenants, parce que comme nous sommes à Saint-Jean, il y a des histoires de revenants dans les campagnes environnantes. Vous voyez comme la petite fille est stupéfaite de revoir son pépé qui est mort le mois dernier.
Donc, ces histoires de Dame Blanche, hein, on dit c'est le fantôme d'une jeune femme qui est morte sur la route. Et comme c'est ni au point de départ, ni au point d'arrivée, son âme est coincée sur le chemin. Et donc, elle va se retrouver seule, elle va se sentir abandonnée, elle va être triste, malheureuse, puis aigrie, jalouse des vivants et méchante. Et donc, son apparition soudaine, hein, qui va effrayer le voyageur, lui sert à elle à ce que les vivants, hein, se souviennent toujours de sa propre existence. Et dans ces créatures, qui sont toujours mauvaises, hein, le loup-garou, le revenant, comme ça, eh bien, à chaque fois, il y a un petit peu de bien. Tout ce qui est mauvais contient un tout petit peu de bien. Par exemple, vous savez, il y avait deux animaux qui n'étaient pas des animaux dans l'esprit des gens, hein, le loup et le serpent, hein, qui étaient des diables. Eh bien, on pensait que l'antidote du venin de vipère était la salive du serpent. Tout ce qui est mauvais contient un petit peu de bien. Quand on était attaqué par une bête sauvage, par un loup enragé, par un chien errant, eh bien, en cas de blessure, on disait qu'il fallait tenter de lui arracher des poils pour ensuite en faire une infusion. Hein, c'était un médicament, hein, de la tisane de poils, comme ça. Et quand la personne allait mieux, tout le monde disait « il a repris du poil de la bête ». Vous voyez qu'il y a des expressions qui viennent de ces anciennes croyances. Aujourd'hui, on a oublié l'origine de l'expression, alors qu'on les utilise toujours. Et on trouve ces expressions dans tous les domaines, hein, même dans le domaine médical. Quand on avait quelqu'un, par exemple, qui d'un coup se sentait très mal, qui devenait tout blanc, les yeux révulsés, il mettait ses mains sur sa poitrine, il tombait, il ne bougeait plus. On disait, regardez, il est blessé. Alors on cherchait la blessure. Bien sûr, on ne la trouvait pas. Et on disait, la blessure est invisible car il a été attaqué par un être invisible, par une fée, par un fantôme. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'a pas été attaqué, mais ça s'appelle toujours une attaque. Alors qu'une attaque vient forcément de l'extérieur. Et le petit côté positif de la Dame Blanche, c'est que son apparition soudaine, qui effraie le voyageur, qui avant était à cheval ou en calèche, aujourd'hui en voiture, eh bien il va freiner, ralentir, voire s'arrêter, et n'aura pas le même accident qui a causé la mort de la jeune femme. Et parmi ces histoires de revenants, vous voyez, là c'est des histoires recueillies dans le secteur d'Arsac-en-Velay, où on disait qu'une jeune maman, hein, était morte en donnant la vie à son troisième enfant. Voilà. Alors, je ne sais pas si Christian Acesa est là. Oui. Oui, voilà. Et ça, c'est une histoire qu'on retrouve, hein, dans le livre de Christian Acesa, Le Velay, et que la nuit, vous voyez, quand le berceau, hein, de ce troisième enfant, orphelin, bougeait tout seul, que les aînés allaient réveiller le père en disant « l'enfant est agité », le père disait « c'est votre maman qui revient bercer son petit tout ». Parce qu'on a beaucoup d'histoires de revenants, hein. Alors on trouve beaucoup plus le mot revenant que le mot fantôme. Revenant, la personne qui revient, en fait, voilà. Qui revient de l'autre monde. Et généralement, ce sont des gens qui n'ont pas accompli leur tâche, vous voyez, donc ils n'arrivent pas à se séparer complètement du monde matériel. Et là, nous sommes dans le cas typique de quelqu'un qui n'a pas pu accomplir sa tâche. Ou alors à Roac, hein, devant la grille de fer du château de Roac, toujours à Arsac-en-Velay, quand le soleil se couchait, on disait « il y a le chat blanc qui nous suit ». Et ce chat blanc, personne ne le connaissait et il n'apparaissait qu'à ce moment précis. Donc les gens étaient très inquiets, bien sûr, ils allaient voir monsieur le curé. Ils disaient, il y a le chat blanc qui nous suit tous les soirs au coucher du soleil. Surtout qu'il y a d'autres légendes autour de cette grille de fer qui parlent justement d'une dame blanche. Et le curé répondait, c'est une âme en peine qui réclame des messes. Et comme bien sûr,
personne ne savait de quelle famille était cette âme en peine, eh bien, tout le monde faisait dire des messes. Alors, il y avait peut-être quelques curés qui étaient un petit peu malins, mais il ne faut pas oublier que la très grande majorité des prêtres étaient des fils de paysans, et qu'à l'époque, il ne fallait pas faire de très hautes études théologiques pour être curé de campagne, et que parfois, certains curés croyaient presque autant ce qu'ils avaient entendu enfants que ce qu'ils apprenaient au séminaire. Ou alors, quand on allait voir le curé, qu'on disait « Il y a le pépé qui est mort il y a 15 jours, toutes les nuits on l'entend raboter, et tous les matins on trouve des copeaux. » Alors le curé ne répondait pas « Ce que vous entendez, c'est du bois qui craque, c'est la charpente, les copeaux, c'est le courant d'air qui les ramène. » Il disait « Mais avez-vous bien accompli ces dernières volontés ?» Vous voyez que toutes ces histoires servaient aussi à maintenir les gens dans le bien. Voilà. Alors pour en venir justement du côté d'Yssingeaux où nous sommes, alors entre Yssingeaux et Tence, on racontait beaucoup l'histoire du chasseur de la nuit. On disait que c'était un homme qui avait tellement chassé de son vivant, mais pas pour se nourrir, pour le plaisir, qu'il avait commis tellement de déprédations qu'il avait été condamné, au moment de son trépas, à chasser pour l'éternité, accompagné de ces 2 chiens qui crachaient des flammes. Et on disait bien aux jeunes femmes, surtout ne sortez pas le soir. Vous voyez, vous risquez de rencontrer le chasseur de la nuit. Et c'est aussi pour ça qu'on disait que les loups-garous mangeaient également les jeunes femmes, pas que les enfants. C'était pour pas qu'elles quittent la ferme le soir pour aller voir leurs amoureux, parce que risquer d'être enceinte en dehors du mariage, imaginez, dans la montagne, à une époque, quelques générations avant, c'était pire qu'une honte, c'était le déshonneur sur la famille. Voilà. Et aussi, du côté d'Yssingeaux, on racontait, alors ça je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas vraiment cette histoire, mais elle existe, qu'il y avait un cercueil sur les drailles, vous savez, sur les petits chemins, qui était en travers. Et donc, pour passer, on devait déplacer le cercueil. Et quand on le reposait, on entendait une voix caverneuse qui sortait de l'intérieur du cercueil et qui disait « Ah, tu m'as bien fait du bien ». Donc, qu'est-ce que ça raconte? Vous voyez, mystère. Nous avons encore des choses à découvrir. Voilà. Et parmi les revenants, on avait par exemple l'histoire de la dernière messe du curé Boyer. Le curé Boyer, c'était le curé du village de Vorey, et on dit qu'il est mort en pleine messe. Il est mort en disant la messe, sans avoir pu la terminer. Et donc, eh bien, on l'a enterré, et que la semaine suivante, son bedeau entendait du bruit dans l'église, vous voyez une petite lumière, et le bedeau pénètre dans l'église, et qu'est-ce qu'il voit? Le curé Boyer, qui est revenu du cimetière pour terminer sa messe, en compagnie de tous les habitants du cimetière. Vous voyez? Et le bedeau, évidemment, il était un petit peu, plus que surpris. Et lui-même était coupable de voler du vin de messe. Et on disait que au moment de l'élévation, quand le bedeau se met à genoux, il y a une grande flamme qui sort dessous les vêtements sacerdotaux du curé qui l'aveugle, et que le lendemain, c'est le bedeau qu'on a retrouvé mort dans l'église. Oui, c'était des histoires drôles qu'on racontait. Voilà. Donc cette histoire est illustrée aussi au musée de plusieurs façons différentes. Mais il n'y avait pas que des humains qui pouvaient devenir des fantômes. On trouve aussi dans le Velay de Christian Aceza l'histoire des chiens fantômes, où on raconte qu'un hôtel a pris feu, que le patron de l'hôtel, voyant la rapidité à laquelle se répand l'incendie, il doit choisir entre faire sortir les clients ou libérer ses chiens. Évidemment, il choisit les clients. Les chiens meurent dans l'incendie
Et on dit que depuis, ces chiens hantent les ruines de l'hôtel calciné et qu'il ne vaut mieux pas trop s'en approcher. Voilà. Alors un troisième personnage, après les loups-garous, les revenants, on avait des histoires avec des lutins. Alors il y a des régions qui ont de la chance, avec des lutins gentils, voire amusants, ou encore mieux, qui font la vaisselle la nuit quand on dort, comme certains lutins en Bretagne. Nous, ici, on a le malheur et la malchance d'être confrontés, à mon avis, au plus bête et au plus méchant de tous les lutins, qu'on appelle parfois le drac, et on lui attribue tous les malheurs, tous les petits problèmes du quotidien. Ce drac, il pouvait faire des farces qui allaient de la simple blague jusqu'au meurtre, mais tant que ça le fait rire, c'est une farce. Alors le drac, ce n'est pas le directeur régional des affaires culturelles. Drac, ça vient qui peut faire des farces aussi parfois, même si ça ne va pas jusqu'au meurtre. Le drac, ça vient du latin draco, c'est le fils du dragon. C'est pour ça qu'il est aussi mauvais et qu'il a un aspect reptilien. Et c'est un personnage absolument essentiel, qu'on ne trouve pas seulement dans le Velay, qu'on va trouver en Provence, dans le Languedoc. Personnage absolument essentiel de la mythologie occitane, parce que c'est un personnage métamorphe, qui va pouvoir se transformer en tout ce qu'il veut. Et donc, ce lutin, il va pouvoir servir aussi de diable, d'ogre, de dragon, de vampire, etc. Donc, en tant que fils du dragon, ce lutin va régner sur l'élément liquide. Il va être le seigneur des rivières, des ruisseaux, des étangs, des marécages. Et on raconte, alors on trouve des textes depuis le XIVe siècle, avec Gervais de Salisbury qui parlait déjà du drac en Provence, que ce drac vit dans son petit château sous le lac, avec sa dracoune et ses dracounets. Et que, quand le soleil se couche, il fait croire aux lavandières qu'il y a un trésor dans l'eau. Il fait briller la surface de l'eau. Alors certains disent que c'est le reflet du soleil qui se couche. Ils n'y connaissent absolument rien en lutin. Oui, c'est le lutin qui fait briller la surface de l'eau. Et les lavandières, elles s'approchent, s'approchent, s'approchent. Quand elles sont suffisamment près, ce drac les attrape, les entraîne avec lui sous l'eau. C'est bien souvent pour les manger, mais de temps en temps, il en amène une sous son château, dans son château sous le lac, où elles deviennent la servante de la dracoune, et celles qui ont le moins de chance deviennent la nounou des petits dracounets. Vous voyez ? Ils sont parfois pires que le père. Et sous sa forme de seigneur des eaux, le drac peut surgir de la rivière avec ses petits dracounets pour attaquer les gens, en capturer et les ramener dans son garde-manger. Il faut bien vivre. Et ça s'est très mal passé. Le jour où le drac a capturé un petit garçon, il l'a ramené à sa dracoune pour qu'elle le fasse cuire. Mais ce petit garçon était tellement gentil, tellement joli et tellement poli que la dracoune n'a pas pu le faire cuire. Au contact de ce petit garçon, elle s'est radoucie. Elle est même redevenue ce qu'elle était avant d'épouser le drac, une jeune femme qui a fini par s'enfuir avec le garçon. Et que la dracoune s'en aille, s'enfuit, eh bien le drac, ça l'a rendu fou. Et il a cherché sa dracoune partout, alors très souvent en suivant l'eau et les rivières souterraines. Et c'est pour ça qu'on disait aux jeunes filles, quand elles allaient chercher l'eau au puits, ne te penche pas trop, au cas où le drac te confonde avec sa dracoune et t'emporte. Vous voyez, c'était une mise en garde. Et comme il n'a pas retrouvé sa dracoune, il s'est mis à nous faire des farces terribles pour se venger, car il a compris que la dracoune était revenue chez nous, chez les gens. On raconte par exemple qu'il faisait monter les juments sur les toits, qu'il faisait courir les chevaux toute la nuit, et le matin, quand on a besoin de la jument ou du cheval pour aller travailler,
eh bien, on n'arrivait pas à faire descendre la jument du toit, ni à faire avancer le cheval qui était fourbu, couvert de transpiration, et bien sûr, on entendait le rire du drac qui se moquait de nous. Parce que comme il peut se transformer en tout ce qu'il veut, il suffisait d'entendre le cri d'un animal ou le chant d'un oiseau pour penser que c'est le drac qui se moquait. Mais rassurez-vous, ce lutin ne mange pas que des femmes et des enfants, il adore les desserts. Et son dessert préféré est un oiseau un petit peu particulier, vous voyez, c'est l'hirondelle. C'est pour ça que les hirondelles volent en zigzag, pour ne pas se faire attraper par le lutin. C'est surtout au printemps où elles volent de façon erratique, vous voyez, pour manger des petits insectes, des moucherons. Mais ces insectes, ils sont loin, ils sont hauts, on ne les voit pas, on ne voit que les hirondelles faire ça. Et comme il faut bien tout expliquer, on imaginait que ce lutin sautillait pour tenter de les attraper. Et on raconte d'ailleurs qu'un jour, il a réussi à toucher une plume de la queue d'une hirondelle, qu'elle a eu tellement peur que depuis ce jour-là, elle vole la queue écartée. Et qu'elle a bien dit à toutes ses copines, surtout volez bien la queue écartée pour ne pas vous faire attraper par le lutin. Et on raconte qu'il plaçait des jolies bobines, des bobines, des pelotes de laine sur les chemins. Et quand les gens les trouvaient, ils étaient ravis. Ils disaient « Ah, quelle belle laine !» On peut en faire des pulls, des gants, des bonnets, des écharpes, des chaussettes. Mais quand ils les touchaient, ces pelotes de laine se transformaient en crottes. Et on dit que la mauvaise odeur restait longtemps dans la main de la personne pour lui apprendre à vouloir ramasser ce qui n'était pas à elle. Ou ce drac, comme il peut se transformer en tout ce qu'il veut, il se changeait en joli couteau, se posait sur un chemin. Quand quelqu'un voyait le couteau, il était ravi. Il disait, mais quel beau couteau! Il le prenait, le mettait dans sa poche, et quand il se remettait en route, le couteau s'ouvrait et lui coupait les fesses. Oui, c'est de l'humour drac, c'est un petit peu spécial. Et évidemment, c'est le lutin qui va, vous voyez, je suis sûr que ça vous est arrivé, qui va prendre les clés et les cacher. Quand on disait où sont passées les clés, on disait c'est le drac qui les a cachées. Ou qui va déplacer les objets dans la maison pour essayer de nous rendre aussi fous que lui. On raconte qu'il rentrait la nuit dans la chambre des très très vieilles grand-mères en train de dormir. Il approchait tout doucement du lit, il prenait les draps, il les arrachait d'un coup, il partait dehors en courant avec ses draps et il allait les tremper dans les bousses de vache. Et qu'en faisait-il ensuite, après les draps? Eh bien, il les ramenait sur la grand-mère. Donc, c'était pas très propre, mais ça servait à expliquer certains petits problèmes nocturnes de la grand-mère. Vous voyez, quand elle se réveille le matin et qu'on trouve les draps un peu tachés, on lui disait « Ah, mémé, le lutin vous a fait une farce ». Elle faisait semblant de le croire et personne n'était gêné. Alors, je suppose que vous n'avez pas envie que le lutin vienne chez vous la nuit vous faire des farces. Et pour éviter ça, il y a une solution. Avant d'aller se coucher, il faut verser par terre un sachet de lentilles vertes du puits. C'est pour ça que je dis à tous les touristes qui visitent le musée des croyances populaires, ne rentrez pas chez vous sans vos lentilles. Parce que vous avez compris que le drac était à moitié fou. Il a des problèmes un petit peu dans sa tête, il a des troubles obsessionnels, et par exemple, il compte tout. S'il rentrait ici, il compterait le nombre de personnes, le nombre de sièges, le nombre de marches d'escalier. Eh bien, le temps qu'il compte les lentilles, eh bien, la nuit passe sans qu'il nous fasse de farce. Il est surpris par la lumière du jour et retourne vite dans la rivière sans nous avoir embêtés. Alors, évidemment, plus personne ne croit en ces histoires. Moi, tout ce que je raconte dans le musée des croyances populaires, les loups-garous, les dames blanches, les revenants, le lutin, tout ça, ça a disparu depuis longtemps, alors que les histoires de sorcellerie sont toujours présentes. C'est toujours quelque chose qui est cru
voire qui est vécue par certaines personnes, la croyance au mauvais sort, au sortilège. Mais les créatures fantastiques ont disparu depuis très longtemps. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, plus personne n'explique ces petits problèmes du quotidien pour la faute du lutin, que plus aucune jeune femme n'a peur du loup-garou quand elle sort le soir. Et en discutant avec les gens du monastier sur Gazelle, donc là où est le musée, eh bien, il y a des amis qui ont autour de 75 ans, 75, 80 ans, qui me disaient ah ben, nous, on a une histoire pour ton musée, c'est que quand on était enfant, eh bien, on connaissait une dame qui était centenaire et qui, elle, croyait dur comme fer au lutin. Qu'elle disait que le drac sautait partout dans sa cuisine, qu'elle essayait de le faire partir à coups de balai et qu'elle n'y arrivait jamais. Heureusement, le docteur lui avait donné des cachets et depuis plus rien. Vous voyez? Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai, je regarde quelle heure il est. Je sais que j'ai qu'une heure. Vous voyez, c'est déjà... voilà. Alors, je vais vous dire un de ces contes, peut-être un conte en entier plutôt que de faire que des petits éléments, avec ces histoires de lutins. C'est l'histoire du bossu mal avisé de la chaise-dieu. Où vous imaginez bien que quand les gens allaient à la veillade, dans ces veillées, eh bien que ça durait un certain temps. On y allait au coucher du soleil. Là, en ce moment, c'est 17h15. Vous voyez, quand on voit la lumière de la lampe que le fermier a posée à sa fenêtre. Donc, on commence vers 18h et on racontait ces histoires jusqu'à minuit. Donc, il y avait généralement 6 heures de récit. Vous voyez, peut-être pas que des récits, aussi des chansons, etc. Des histoires qui sont... Oula, qu'est-ce qui se passe? La batterie va s'éteindre. Eh oui, il n'y a pas de prise électrique. J'arrive. Oh là là, nous allons nous retrouver dans le noir. Bon, ben, je vais vous raconter cette histoire bien comme il faut. Donc, voilà, vous avez vu, il y a un bossu qui danse avec des lutins. Voilà. Donc, ces gens avaient un grand répertoire. Ces histoires, apparemment, restaient similaires à travers les générations, à travers les siècles. Non, mais t'inquiète pas, je raconte cette histoire. Après, si on a des questions... Je viens de remettre ta batterie, si tu veux. Ne t'inquiète pas. Voilà, je vais continuer. T'as une prise juste en bas. Oui, d'accord. Je raconte cette histoire bien comme il faut. Okay. Voilà, enfin j'essaye, du mieux que je peux. Voilà. Donc, il y a un grand répertoire. Il y avait beaucoup d'histoires avec des moyens mnémotechniques pour qu'elles restent similaires, qu'elles ne se transforment pas d'une génération à l'autre. On avait des contes avec des refrains. Quelqu'un dit le conte, tout le monde reprend le refrain. C'est comme une chanson. Cette histoire reste la même à travers les âges. Et toutes ces histoires ont quasiment disparu en une vingtaine d'années. Principalement avec la génération de mes parents, qui sont des gens qui ont quitté les fermes, qui ont travaillé en ville, qui ont construit une maison, acheté des voitures, regardé la télévision. Beaucoup ne connaissaient plus du tout ces histoires, et d'autres les ont volontairement occultées, de peur qu'on se moque d'eux. Voilà. Et vous voyez, tout ce grand répertoire de raconter jusqu'à minuit, on arrêtait quand on entendait les 12 coups de minuit. Après, on faisait la pesse, c'est-à-dire le morceau, la tartine, le morceau de pain, et chacun rentrait chez soi. Et souvent, les visiteurs du musée me demandent, mais tous ces gens, est-ce qu'ils y croyaient vraiment à ces histoires? Alors, ça dépend des gens, ça dépend des histoires, mais ça dépend aussi des circonstances. Quand on est une quarantaine autour du feu, c'est celui qui va raconter la pire, qui va se sentir le plus fort devant les autres. Mais quand il va traverser la forêt tout seul après minuit, et qu'il va entendre craquer une branche, il fera beaucoup moins son malin. Vous voyez? Et c'est pour ça que les dernières histoires qu'on racontait à la veillée, avant que les gens rentrent chez eux, étaient des histoires terribles qui arrivaient à ceux qui rentraient chez eux après la veillée. Histoire de remettre un dernier petit coup de pression. Vous voyez, comme le serpent de Saint-Jean-la-Chambre, par exemple, des choses comme ça. Et on racontait, par exemple, cette histoire
l'histoire de ce bossu qui avait passé toute la soirée à la ferme à entendre de terribles histoires de maisons hantées, de dames blanches sur le bord de la route, de paysans qui avaient fait un pacte avec le diable, vous voyez, de loups-garous, bien sûr. Donc il n'était pas très rassuré, notre bossu, pour traverser tout seul la forêt pour rentrer chez lui. Et à un moment, que voit-il dans les bois? Il voit une petite lumière. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? Et personne n'habite ici. Il n'y a pas de maison. Alors, il a peur, mais il est curieux. Alors, il écarte un petit peu les buissons. Il met un pied en dehors du sentier, un deuxième pied en dehors du sentier, et là, il est dans la forêt. Et il avance vers cette petite lueur. Au fur et à mesure, elle devient de plus en plus grande. Et il voit que cette lumière bouge sur elle-même. Et à un moment, à force d'avancer, il entend une chanson qui vient de la même direction. Alors il a de plus en plus peur, mais il est de plus en plus curieux. Alors il approche, il écarte délicatement les branches, et que voit-il face à lui? Une clairière. Au milieu de cette clairière, il y a un grand feu. C'était ça, la lumière qu'il voyait d'aussi loin, qui bougeait sur elle-même. Et tout autour du feu, il voit toute une bande de petits lutins en train de danser en rond, en chantant ce qu'il entendait. Une chanson très intelligente qui fait lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Alors notre bossu est stupéfait. Il pensait que les lutins, ça n'existait que dans les histoires. Alors il les regarde. Au bout d'un moment, ses yeux sont hypnotisés par les flammes. Ses hanches commencent à bouger au son de la chanson. Et que sent-il dans ses mains? Deux petites mains de lutin qui l'attrapent et qui l'entraînent dans la danse. Et lui-même, notre bossu, se met à danser autour du feu avec les lutins et à chanter lundi, mardi, mercredi. Mais au bout d'une heure ou deux, il trouve ça un petit peu lassant. Et il va tenter quelque chose. Notre bossu lui-même se met à chanter jeudi, vendredi, samedi. Et là, les lutins sont ravis. Ils disent encore, répète ce que tu viens de dire. Et notre bossu avec les lutins chante les 6 jours de la semaine tout en dansant autour du feu. Mais à un moment, on voit une lueur au-dessus des arbres, le soleil se lève, les lutins arrêtent la danse, se rassemblent devant le bossu et lui disent « Qu'est-ce que tu danses bien? Et en plus, tu as rajouté des paroles à notre chanson. Tu vois, ça fait 700 ans qu'on la chante, on n'y avait jamais pensé. Qu'est-ce que tu es intelligent? Eh bien, nous allons te récompenser. » Tous les lutins s'assoient en cercle autour d'un rocher, autour d'une grosse pierre. Ils ferment les yeux, tendent leurs bras vers le rocher, se concentrent très fort pour faire la magie des lutins, et le bossu voit que ce rocher commence à bouger. D'abord il tremble, ensuite il tangue, et puis de plus en plus vite, le rocher se soulève. À la place, il y a un trou, et de ce trou émane une lueur dorée. C'est le trésor des lutins. Les lutins lui disent, pour ta récompense, tu prends ce que tu veux. Le bossu se précipite pour prendre de l'or. Il en oublie sa bosse. Il se penche trop vite. Ça lui fait très très mal. Il se relève petit à petit, douloureusement. Il souffre tellement qu'il a des larmes qui lui coulent des yeux. Il regarde les lutins et leur dit « Je vois que vous êtes de grands magiciens. Plutôt que de me donner de l'or, ne pourriez-vous pas faire disparaître cette bosse qui me fait tellement mal, qui est si vilaine ?» Les lutins s'éloignent un peu pour en discuter. Ils reviennent et disent « C'est d'accord. » Tous les lutins s'assoient autour du bossu, ferment les yeux, tendent les bras vers lui, se concentrent très fort et disent « Bosse, bosse, débosse-toi. Quitte la chair et prends le bois. » L'homme se relève,
il n'éprouve plus aucune douleur. Il n'a jamais vu le monde d'aussi haut. Il bouge les bras, rien. Avec ses mains, il cherche sa bosse, plus de bosse. Il tourne la tête en direction du geste qu'ont fait les lutins et il voit sa bosse sous l'écorce d'un arbre. Vous avez déjà vu des arbres avec des troncs comme ça, là? Voilà, ben, vous savez d'où ça vient maintenant. Et l'homme est ravi, hein, il veut remercier les lutins. Merci, merci mes amis lutins. Mais le soleil se montre et les lutins filent à toute allure dans leur terrier, dans leur trou. Et l'homme, il est ravi. Pour la première fois de sa vie, il n'éprouve aucune douleur. Malgré la nuit blanche, hein, d'abord la veillée, puis la danse avec les lutins, eh bien, il est tout heureux, tout guériré. Mais il lui reste à finir son chemin. Et il le fait en sautillant, en gambadant, en sifflotant. Et lorsqu'il sort de la forêt, eh bien, il y a les paysans qui commencent les premiers travaux de la journée, qui le voient apparaître et qui disent « Tiens, regarde-le, lui. Il est bien drôle aujourd'hui. Il n'est pas comme d'habitude. Hein, puis il a l'air bien heureux. Hein, ça ne lui ressemble pas. » Et donc, ils l'attendent sur le chemin. Notre ex-bossu descend le chemin. Les paysans l'arrêtent, lui disent « Mais comme tu es beau, mais qu'est-ce que tu as fait? Hein, c'est bizarre et tout. » Jusqu'au moment où un paysan tourne autour de lui, passe derrière, il dit « Mais c'est la bosse. La bosse a disparu, il n'a plus de bosse. » Tout le monde lui demande « Mais où est ta bosse? Comment as-tu fait ?» Et lui, il n'ose pas le raconter, parce que les lutins ne sont pas censés exister. Il se dit, si je le raconte, ils vont croire que au mieux je suis ivre, au pire je suis fou. Et donc il ne dit rien, jusqu'au moment où son cousin, qui est bossu lui aussi, insiste tellement en disant « Mais où est-ce que tu as mis ta bosse? Regarde, moi j'ai toujours la mienne. Elle est moche, elle me fait mal, dis-moi où est la tienne ?» Et bien il finit par tout lui raconter. La petite lumière, dans la forêt, la chanson, le feu, la danse, les lutins, le rocher, le trésor. Et l'autre lui dit « Tu es fou, tu es fou. Peu importe la souffrance, peu importe la laideur, rien ne remplace la richesse. Dis-moi où sont ces lutins, je vais aller les voir moi. » Donc il lui indique l'endroit dans la forêt. Ce deuxième bossu, la nuit suivante, rentre dans la forêt, cherche les lutins partout. Il casse des branches, il écrase des champignons. À un moment, il voit la petite lumière. Il se précipite vers elle. Il voit les lutins qui dansent, en chantant les 6 jours de la semaine. Il fonce sur eux. Il sépare 2 lutins de force, se met à danser avec, et comme parole, il rajoute « Et le dimanche aussi ». La nuit passe. On voit une lueur au-dessus des arbres, le soleil se lève. Les lutins arrêtent la danse, regardent ce nouveau bossu et lui disent « Tu danses mal. Tu nous as tordu les bras, tu nous as écrasé les pieds, tu as un petit peu tout saccagé dans la forêt, et les paroles que tu as rajoutées à la chanson, on ne les aime pas du tout. » Parce que dans ces anciennes histoires, les lutins étaient des petits diables, et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et les lutins rajoutent, « Bon, écoute, tu es là, tu as bien voulu participer, tu as fait l'effort de venir, donc nous sommes bien obligés de te récompenser. » Mais comme ils ne sont pas contents, ils ne lui montrent pas le trésor et lui disent « Que veux-tu pour ta récompense ?» Ce deuxième bossu, il veut l'or, 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 mais il n'ose pas le demander directement, car il voit bien que les lutins ne sont pas contents. Alors il réfléchit, il dit « Je veux l'or, l'or, l'or. » Et tout à coup, il a une idée, il dit « Donnez-moi ce que l'autre bossu n'a pas voulu. » Les lutins se regardent en souriant. « Non, tu es sûr de vouloir ce que l'autre bossu n'a pas voulu ?» Alors il dit « Oui, oui, bien sûr, je veux... » Dans sa tête, il fait « L'or, l'or, donnez-moi ce que l'autre bossu n'a pas voulu. » Tous les lutins se rassemblent autour de lui, ferment les yeux, tendent leurs bras, se concentrent très fort et font « Bosse, bosse, débosse-toi.
quitte le bois et prend la chair. Et on dit qu'il a mis bien longtemps à rentrer chez lui à quatre pattes avec deux bosses. Oui. C'est une des histoires qu'on racontait pendant ces fameuses veillées. Quand j'ai plus d'images, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Alors, s'il y a des questions, je suis là. Des questions ou des remarques, ou peu importe. Est-ce qu'on a le droit d'applaudir? Oh oui. Alors, j'étais gêné par le micro un petit peu pour faire les gestes et tout, mais bon, bref. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à propos de... Je ne sais pas. J'ai pas évoqué le fait, par exemple, du pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires de loups-garous en montagne. J'ai remarqué qu'on retrouvait régulièrement des histoires de loups-garous dans les montagnes. Alors, est-ce que c'est parce que quand on est en montagne, plus on va en altitude, moins on peut faire de l'agriculture et plus on fait de l'élevage, et que l'ennemi de l'éleveur et du berger, c'est le loup? Voilà, ça pourrait être une réponse. On a une question ici, Patrice. Oui, ça ne m'étonne pas. Merci Patrice pour ce temps de comptage qui a été très, très agréable. Ah, merci. Alors, je donne une petite précision. J'ai effectivement fait des enquêtes dans les années 80. Et à l'époque, celui qui m'a demandé de faire des enquêtes en milieu rural, c'est un Issingelais qui s'appelle Jean-Baptiste Martin. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent Jean-Baptiste Martin? Oui. Une main se lève. Bon, Jean-Baptiste Martin travaillait au CNRS. Il est professeur de linguistique. Et à l'époque, effectivement, nous avons été invités à recueillir la langue et la culture régionale. Et c'est Jean-Baptiste Martin à qui on a demandé de recueillir la tradition orale du Velay. Et il est d'Issingeaux. Et c'est quelqu'un qui est très savant. Je pensais qu'il était bien connu par tous les Issingelais, mais je vois qu'on l'a un petit peu oublié. Et il m'a proposé de participer à ce travail. Il a pris, lui, les enquêtes sur la région d'Issingeaux et il m'a demandé de faire les enquêtes sur la région du Puy et du Monastier. Ensemble, nous avons publié, parce qu'il en fait partie, nous avons publié l'ouvrage Le Velay, contes, légendes, récits, chansons. Et à l'époque, on pensait simplement sauvegarder ce patrimoine vernaculaire, cette tradition orale. Et aujourd'hui, eh bien, je suis très heureux de voir que non seulement nous avons sauvegardé ce patrimoine vernaculaire, avec d'autres, bien sûr, mais que nous l'avons transmis et qu'il y a un conteur comme Patrice qui continue à le faire vivre. Et grâce à toi, eh bien, nous pouvons constater que nous sommes allés bien au-delà d'une simple sauvegarde, qu'il y a une véritable transmission et que ces histoires continuent eh bien, à être appréciées par un public comme celui d'aujourd'hui. Alors, et à vivre aussi dans le musée des croyances du Monastier. Alors, on ne peut que vraiment s'en réjouir. Merci. Merci beaucoup. Ce livre, Le Velay, cet ouvrage est un des, je pense, 5 ou 6 livres sources, voilà, tout en haut, tout dont on parle au musée des croyances populaires. Et on espère peut-être un jour une réédition. Réédition augmentée, réédition... bref. Voilà. Merci. Merci. Tout d'abord, c'était très intéressant. À quoi ressemble le loup-garou? Alors, je n'ai jamais vu personnellement. Mais oui, ceux qui racontent l'histoire du loup-garou, est-ce qu'ils font une description? Dans les histoires, à quoi ressemble le loup-garou? Alors, dans ces histoires, le loup-garou ressemble à un loup qui souvent va marcher sur ses pattes arrière. Voilà.
il n'est pas mi-homme mi-loup, parce qu'on pensait que cette peau de loup offerte par le diable allait vraiment se coller à la personne et on voyait que les poils, quoi. Et c'est toujours de couleur noire, bien sûr. Voilà. Avec les yeux qui brillent, hein. N'oubliez pas voilà, qu'il faut ne pas lever le nez de son assiette, il y a les yeux du loup-garou par la fenêtre, mais c'est vraiment l'aspect animal. On n'a pas d'histoire où on a d'hybride entre l'homme et l'animal, si vous voulez. Voilà, ça, on le trouve jamais. Merci. Alors, bravo Patrice déjà Merci. pour tes histoires. Alors, sur le loup-garou, bon, il y a bien sûr le sens que tu as donné, l'homme qui se transforme en loup, mais il ne faut pas oublier aussi que ça pouvait vouloir signifier le loup dont il fallait se garer. Oui, Dont il bien fallait, sûr, oui. il fallait prendre garde. Alors, je pense à l'histoire des loups enragés de Saint-Front, le curé qui a rapporté ça, dans ses actes de décès, il dit des fois dévoré par le loup-garou. Oui. Il devait vouloir signifier ça, le loup dont il fallait prendre garde. Voilà, ce curé, il s'appelait Canard d'ailleurs, ou Cavard, je crois que c'était Canard, l'abbé Canard. D'accord. Très bien, merci. Merci Bernard. Bonsoir. François. Est-ce qu'il y avait des croyances relatives à l'eau? Alors l'eau des puits, des lacs ou des L'eau, rivières? oui, bien sûr, oui, oui. Alors, vous avez du temps pour vous? Oui, non, parce que l'eau, oui, il y a tellement d'histoires à raconter. Moi, j'ai essayé d'aller assez vite parce que Loïs sait que si on me laisse parler, il y en a pour une semaine. Alors, il y a beaucoup, évidemment, d'histoires autour de l'eau. Il va y avoir des histoires autour des lacs, autour des sources, des fontaines. Hein, il y avait des fontaines guérissantes. Vous voyez, je ne sais pas si je peux... il y a par exemple la fontaine de Sainte-Reine, hein, au côté sud-ouest du département, hein, vers Pradelles, où, si vous voulez, alors encore une fois, je ne suis pas historien, mais on imagine qu'à l'époque polythéiste, voilà, il y avait des petits dieux partout. On se souvient des dieux des grandes civilisations, de Rome, d'Athènes, mais on pense qu'il y avait le dieu du climat, le dieu de la récolte, mais que l'élément liquide, l'eau, était toujours associé à des figures féminines, à des petites déesses qui sont devenues les fées. Et c'est comme ça qu'on expliquait les sources guérissantes, ou les sources bienfaisantes, hein, que c'était la fée. Et beaucoup de ces sources ont été christianisées, ces fées ont été assimilées à une sainte, voyez. Et on raconte aussi que, eh bien, certaines de ces fées n'ont pas été conservées, hein, par le catholicisme, ont été oubliées. Elles sont devenues les fées noires, hein, en occitan les Facineires, donc qui donnent l'appellation des sorcières. On dit que ce sont elles qui ont appris la sorcellerie aux gens après. Vous voyez. Et il y a des sources, par exemple la source de Montbonnet. Alors Montbonnet, ce n'est pas le bonnet qu'on met sur la tête. Hein, Montbonnet, ça vient de Montbélénos. Donc on suppose que cette source était considérée comme magique. Déjà à l'époque des Gaulois, il y en a quelques-uns qui tournent autour dehors, on peut leur demander. Voilà. Et on dit que cette source, par exemple, en cas de verrue, hein, alors il y a des prières bien sûr à prononcer, les prières, on fait couler l'eau de la source sur la main verruqueuse, et qu'on doit donner autant de pièces de monnaie qu'on a de verrues à enlever. Mais on dit aussi que celui qui vient récupérer les pièces de monnaie dans la source va récupérer toutes les verrues des autres. Vous voyez? Voilà. Et cette fontaine de Sainte-Reine que j'évoquais, hein, du côté de Pradelles, alors aujourd'hui elle a disparu parce que la source a disparu, et on disait que c'était une fontaine qui allait soigner les enfants rénaires. Un enfant rénaire, c'est un enfant turbulent. Vous voyez? Et aussi il y a la ressemblance, vous avez raison, de Sainte-Reine et de Rénaire. Et on dit que l'enfant turbulent, si on lui trempe 3 fois la tête dans l'eau, hein, qu'il va devenir beaucoup plus intelligent. Alors peut-être que la température assez basse de l'eau
devait aider Sainte-Reine dans son action. Mais il y a, vous voyez, tout un tas d'histoires et de légendes autour des lacs, comme le lac du Boucher, par exemple. La légende du petit puits de la ville à l'emplacement du lac du Boucher qui a été détruite. Voilà, il faudrait raconter encore cette histoire. Voilà, mais bon, bref. Voilà, l'eau, il y a beaucoup, beaucoup de choses, bien sûr.